Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Heureux de vous retrouver dans notre magazine UMAG, magazine de l'Université de Namur. 3 sujets sont au programme. Le synergomètre, véritable simulateur des relations au travail, un outil pédagogique expérimental et original. Dans le cadre de son passage dans les grandes conférences namuroises, rencontre avec Christian Pagnier, ancien juge namurois. Pour terminer, nous aborderons un sujet sensible. Il concerne l'immigration et l'arrivée en masse de réfugiés. Nous verrons si cela risque d'entraîner une nouvelle crise en Europe. Avez-vous déjà entendu parler du synergomètre? Non, ce n'est pas un animal préhistorique comme on pourrait le penser, mais un dispositif pédagogique dont la finalité est d'apprendre à coopérer. Il s'inscrit dans la lignée des méthodes actives et utilise un appareil, véritable simulateur des relations au travail. Cet outil est utilisé ici, à l'université, dans le cadre d'un certificat original qui vise à compléter l'expertise des doctorants-chercheurs ou de tout diplômé d'un master qui se prépare au marché du travail ou qui est déjà sur le marché de l'emploi. Je trouve important de suivre un certificat en compétences transversales, comme celui que l'Université de Namur propose, pour permettre une meilleure employabilité des doctorants, des chercheurs, des futurs travailleurs dans le cadre de l'entreprise. Et moi, j'interviens comme consultante en ressources humaines, entre autres au niveau du recrutement. Donc voilà, faire passer des entretiens, c'est un exercice auquel je suis habituée. Et tout ce qu'on peut faire pour mieux préparer la personne au recrutement, et également une fois qu'elle a intégré une entreprise, à son insertion, à sa mobilité interne, à son évolution dans son cadre professionnel, je trouve ça absolument intéressant. Alors concrètement, c'est une formation expérientielle. C'est un simulateur, le synergomètre. Donc il y a 6 étudiants, ils sont séparés par des cloisons. Chacun des étudiants a le même problème et chacun des étudiants a une partie de la solution. Ils doivent communiquer entre eux par un système de papier, de tuyaux au milieu. Donc on leur enlève le verbal, le visuel avec les cloisons, la gestuelle et tout ce qui va avec. Et le fait justement de créer ce cadre artificiel, d'avoir ce simulateur, permet d'accélérer le comportement humain. Et il se passe plein de choses, parce que c'est très facile. Si je vous mets le problème avec les 6 bouts de questions, ça ne vous prend que quelques secondes pour arriver à trouver la réponse. Et parfois dans le synergomètre, ça peut prendre 1 demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Parce que voilà, il se passe plein de choses au niveau humain. Entre autres, je comprends mal, je lis mal, je transmets mal, rétention d'informations, c'est quelque chose qui est aussi assez classique. La compétition, dans notre monde, ça existe également. Voilà. Donc, tout ça se passe durant la phase d'exercice. Donc, moi, j'observe autour et puis après, il y a un débriefing qui est assez poussé pour faire avancer individuellement et collectivement chacun vers la coopération. Pour ce qui est de ce que ça leur apporte d'avoir quelqu'un comme moi du monde de l'entreprise, ce sont encore une fois des doctorants qui sont habitués au banc de l'école depuis le bac à sable jusqu'à aujourd'hui. Ils sont habitués à un univers particulier, théorique, académique. Et d'avoir des externes comme moi permet d'avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. Et j'espère pour eux d'être mieux armés le jour où ils voudront intégrer une entreprise. Dans le cadre des grandes conférences namuroises organisées à l'université, Christian Pagnier a été récemment invité. Juge namurois atypique, maintenant retraité, il n'hésite jamais à prendre position à contre-courant. Ainsi estime-t-il que la prison est inutile et que la politique doit radicalement changer. Il a accueilli dans sa propriété Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux. Il est interrogé par Jacques Firenze, professeur de droit. Christian Pagnier, avocat pendant plusieurs années, juge pendant plusieurs décennies, président du tribunal de première instance de Namur pour terminer votre carrière. Quel est le bilan que vous tirez de votre expérience de juge? Est-ce que la justice est moribonde ou est-ce qu'elle est en bonne santé? Alors dire qu'elle est en bonne santé serait un excès d'optimisme coupable.
Je pense qu'elle est sous perfusion depuis des années et qu'elle est probablement, si on laisse faire de politique dans ses dessins actuels, en phase d'entrer en soins intensifs ou palliatifs, et peut-être pire. La perfusion, ça veut dire colmater les brèches, faire le strict minimum pour... Colmater les brèches, faire le strict minimum, la charger de besognes nouvelles sans cesse, c'est de l'histoire de Belgique est comme ça. Et puis en même temps, pas lui donner les moyens de suivre, faire des réformes à l'emporte-pièce sous l'emprise de l'émotion pour répondre à une actualité hyper médiatisée, et puis laisser la barque aller à volo. On envisage souvent la justice pénale d'un côté, la justice civile de l'autre. Sur la justice pénale d'abord, elle prévoit essentiellement de répondre à la délinquance par la prison ou par l'amende. Est-ce qu'on peut trouver un autre système que celui-là? Est-ce que ce système est injuste? Je pense que c'est un des premiers impératifs dont on parle dans les milieux professionnels, chez les criminologues, chez les sociologues, chez les penseurs, même si en Belgique, ce n'est pas très tendance depuis des années. Moi, je me souviens d'un colloque de 69 avec Roger Lallemand, fermer les prisons, point d'interrogation. C'est une urgence absolue. La prison, c'est l'échec total, absolu, radical. C'est le meilleur gage de la récidive. Donc l'idéal, ce serait de renverser notre système de pensée, sortir la petite prison de notre esprit pour y mettre une alternative et garder des prisons, mais rarissimes, pour y enfermer les personnes dont on n'imagine pas qu'il y ait d'autres solutions possibles. Mais les peines alternatives, comme on les appelle, qui devraient devenir pour moi les peines principales, on les a déjà inventées, mais qu'on les intensifie, les travaux d'intérêt général, le bracelet électronique, les peines alternatives du style l'amende proportionnée aux revenus. Il n'est pas normal qu'un richissime paye la même amende pour la même infraction de roulage qu'un pauvre type qui est au chômage. Est-ce que c'est en raison de cette vue pour le moins critique que vous avez choisi d'accueillir Michel Martin dans un appartement qui est voisin du vôtre? Ce n'est certainement pas étranger à ce qui a été toute ma vie professionnelle, ma position comme avocat d'abord, comme juge ensuite, autour et alentour du problème de la prison et de la réinsertion. Et dans le cas de la personne dont vous parlez, je n'imaginais pas une seconde qu'elle retourne en prison au moment où les sœurs de Malone, qui l'avaient accueillie en premier, chapeau à elles, devaient quitter leur couvent. Parce qu'au fond, c'est peut-être la vengeance encore qui est le moteur de la justice pénale? Ah ça, je relisais des citations, j'aime beaucoup les citations, l'autre jour qui disaient finalement la justice pénale, c'est une vengeance qui se donne des airs de civilisation. Et du côté de la justice civile, on parle beaucoup de surconsommation de cette justice civile, des gens qui font des procès pour un oui et pour un non. En même temps, on peut y voir une certaine confiance dans le droit et une certaine confiance dans les tribunaux, les acteurs de la justice. C'est un paradoxe, vous avez raison. En même temps, on décrit le droit et on décrit l'institution judiciaire et en même temps, on y fait appel à tout va. Ma réflexion est la suivante. Je pense qu'il faut garder une institution judiciaire. Il faudra garder l'instance juridique et l'instance du droit. Mais il ne faut pas demander à la plus belle femme du monde de donner ce qu'elle n'a pas. Et je pense que notamment le recours à la justice judiciaire avec ses coûts, avec ses formalismes nécessaires, avec ses lenteurs, induites même par le formalisme, avec toutes ces sortes de choses, surtout en période de pénurie de moyens, parce qu'on ne les donne pas, il faudra envisager des voies de nouveau d'alternatives, mais au bon sens du mot, la médiation. Rappelez-vous, années 90, médiation pénale, créée de toutes pièces par un ministre qui avait vu clair, me semble-t-il. Et puis médiation familiale, et puis médiation de dette, et puis médiation générale. Et aujourd'hui, la possibilité pour tout qui veut, dans pratiquement tous les domaines, avant d'aller au juge comme la vache va au taureau, si vous me permettez l'expression, d'aller chez un tiers qui ne va pas trancher, mais vous aider à dialoguer. Ben ça me paraît une voie d'avenir. Mais est-ce que cette justice-là, elle est vraiment pour tout le monde? Parce que finalement, la justice officielle veut faire des économies. On veut parler de médiateurs. Médiateur à son coût, bien sûr. Alors, est-ce que la justice est encore une justice accessible à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les pauvres et les faibles? Dans l'état actuel des choses, non, d'autant qu'on restaure des barrières à l'accès avec la diminution de l'aide légale, avec la multiplication des obstacles à l'accès à la justice, alors qu'on en était revenu dans les années, disons, de vache grasse, hein, les 30 glorieuses. La question est service public, parce que c'est vrai aussi, est-ce que le transport public, ça doit être pour tout le monde? Mais ça devrait. Est-ce que la sécurité sociale, ça doit être pour tout le monde? Mais ça devrait. Mais quand vous avez des politiques qui vous disent « Ah oui, mais peut-être que certains auraient droit à moins de sécurité sociale que d'autres, parce qu'ils ne sont pas... » Alors vous entrez dans un système qui est celui contre lequel désormais je me bats politiquement à travers mon engagement au PTB, qui est le système qui consiste à dire « Ben voilà, des inégalités, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, il faut faire avec, et plus il y en a, ben mieux ça va parce que ça bénéficie à quelques-uns. » Eh bien, c'est quelques-uns là qui contribuent à juste titre et de bonne part
à la contribution de tous et tout ira beaucoup mieux. La justice dont vous rêvez, elle est possible? Il faut y croire, c'est un peu comme les utopies, mais elle n'est possible qu'avec une résistance notamment de la part des magistrats et des juges et des procureurs et des avocats, et nous y employons, et peut-être faudra-t-il en passer par une révolution à un moment donné. Merci Christian Pagny. Dans le cadre d'un cycle consacré à la crise migratoire, la FUCID, l'ONG de l'université, a organisé lors de ces midis une conférence faisant le point sur la crise des réfugiés. Il est un fait que les préjugés sur l'arrivée de ces réfugiés sont nombreux. Mais comment concrètement sont-ils accueillis en Belgique et plus particulièrement dans notre région ? La question de l'accueil des réfugiés est au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines. Elle a suscité des réactions en tout genre. La parole raciste s'est plus que jamais libérée sur Internet, mais dans le même temps, un mouvement de solidarité sans précédent s'est mis en place. Que prévoit concrètement la Belgique pour accueillir les demandeurs d'asile ? Agnieszka Sepiol, directrice adjointe du Centre Fait d'Asile de Pont-de-Rome, nous donne quelques éléments de réponse. Fait d'Asile, c'est une agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Donc, Fait d'Asile est à la fois le gestionnaire du réseau, donc gère toutes les places d'accueil en Belgique, signe les conventions avec les partenaires et trouve de nouvelles places, gère ces réseaux de façon opérationnelle. Et à la fois, il est opérateur parce qu'il a ses propres centres 18 centres sur le territoire de la Belgique et est actif sur le terrain, donc gère ses propres centres. Moi, je travaille dans un centre de Fait d'Asile à Pont-de-Rome. Je suis directrice adjointe depuis 11 ans dans cette structure. Les réfugiés qui se présentent en Belgique, ils introduisent la demande d'asile et ensuite ils demandent la place au dispatching de Fait d'Asile à Bruxelles. Donc le premier service, c'est de trouver le toit. Et une fois arrivée au centre, dans une structure, à ce moment, elle est logée, nourrie, blanchie, donc elle a le toit, elle a le produit d'hygiène, d'entretien, elle reçoit la nourriture. On a une obligation légale aussi d'assurer l'accompagnement médical et social de ces personnes lors de la durée de la procédure. Et en même temps, on essaye aussi de mettre en place certaines activités éducatives comme les cours du français ou du néerlandais du côté néerlandophone. Des activités qui informent les résidents sur le pays d'accueil, donc sur la Belgique. Concernant l'avenir des personnes qui sont accueillies pour l'instant dans le réseau accueil, dans le réseau pour les demandeurs d'asile, leurs besoins sont rencontrés à ce stade-ci. Effectivement, dans quelques mois, vu le taux de reconnaissance de ce public particulier dont le profil a fortement changé les derniers mois. Donc on a beaucoup de Syriens, beaucoup d'Afghans, beaucoup d'Irakiens, Somaliens, Érythréens. On voit que le taux de reconnaissance est assez important. Donc il y a de grandes chances qu'ils vont rester en Belgique, qu'ils vont être reconnus réfugiés ou qu'ils auront le statut de la protection subsidiaire. Et il faut déjà maintenant penser à l'intégration. C'est un défi, ça reste pour l'instant un défi aussi pour la région. Donc tout doucement, on voit que les régions prennent des décisions en conséquence. Mais c'est maintenant qu'il faut que ça se passe. Il faut penser à l'intégration dès l'instant même pour ne pas se réveiller le lendemain en disant qu'on a un gros problème. Notre UMAG se clôture ici. Vous pouvez toujours revoir nos émissions à l'adresse qui apparaît en bas de votre écran. Je vous donne déjà rendez-vous le mois prochain. Bonne fin de soirée à vous.